Un enfant de 8 ans disparaît en pleine nature. Des images montrent que Bigfoot l'a emporté. Vous n'allez pas croire un mot de ce que je m'apprête à vous raconter. Mais je dois absolument rendre cette histoire publique. Ce qui nous est arrivé, à mon équipage et à moi, en octobre dernier, me hante encore tous les jours. J'étais pilote d'hélicoptère pour des opérations de sauvetage en montagne et j'avais effectué des centaines de missions sans jamais rien voir de plus étrange que l'observation occasionnelle d'un ours. Tout cela a changé lors de ce qui aurait dû être une intervention de routine. C'était l'un de ces jours d'octobre parfaits dans les montagnes. Un ciel d'un bleu immaculé, un air vif, le genre de temps qui vous fait apprécier d'être pilote. La température avoisinait les 15 degrés Celsius, des conditions idéales pour voler avec un vent minimal. Les feuilles changeaient de couleur, peignant la forêt infinie en contrebas de rouge et d'or éclatant. De 900 mètres d'altitude, la canopée ressemblait à une immense courte pointe, s'étendant à perte de vue. Je me souviens avoir pensé à quel point tout semblait paisible de là-haut. Juste des kilomètres et des kilomètres de nature sauvage et intacte qui s'étendaient à l'infini. J'avais volé pour des opérations de sauvetage dans ces montagnes pendant 12 ans et je pensais avoir tout vu. Des attaques d'ours, des victimes d'avalanches, des chasseurs perdus, des crises cardiaques sur des sentiers isolés, tout ce que vous voulez. Les montagnes pouvaient être impitoyables, mais elles étaient prévisibles. Suivez votre entraînement, faites confiance à votre équipe, évacuez les gens en toute sécurité. C'était un travail dangereux, mais cela avait un sens. Il y avait des règles. Nous avons reçu l'appel vers midi alors que j'effectuais des vérifications d'entretien de routine sur l'hélicoptère. 2 randonneurs avaient disparu 3 jours plus tôt dans une section reculée de la forêt nationale de Cascade, à environ 65 km au nord-est du poste de garde forestier le plus proche. Les recherches étaient en cours depuis que leurs familles les avaient signalées en retard. De multiples équipes au sol ratissaient la zone, suivant chaque sentier et vérifiant chaque campement. La recherche initiale avait couvert les zones évidentes. Sentiers balisés, sites de camping établis, endroits où les randonneurs perdus apparaissaient habituellement. Mais ces deux-là avaient complètement disparu. Aucune trace dans leur campement prévu, aucun signal de leur balise de détresse, aucune réponse au survol de l'hélicoptère ou aux équipes au sol appelant leur nom. C'était comme si la forêt les avait engloutis. La percée est survenue le 3e jour lorsque 2 gardes forestiers chevronnés, tous deux avec plus de 20 ans d'expérience dans ces montagnes, avaient décidé de vérifier certaines des zones les plus reculées, des endroits où les randonneurs inexpérimentés n'avaient rien à faire, mais où ils finissaient parfois quand même lorsqu'ils se désorientaient. Ces gardes forestiers connaissaient chaque crête, chaque ruisseau, chaque sentier de chasse sur des centaines de kilomètres carrés de nature sauvage. Ils ont trouvé les randonneurs à environ 25 km du sentier balisé le plus proche, dans une section de la forêt si reculée qu'elle n'apparaissait même pas sur la plupart des cartes topographiques. La zone n'était accessible que par hélicoptère ou par une randonnée de 2 jours à travers un terrain non balisé qui exigeait de sérieuses compétences en alpinisme. Comment 2 randonneurs occasionnels avaient pu se retrouver là était un mystère en soi. Lorsque les gardes forestiers ont communiqué leur position par radio, les nouvelles étaient mitigées. Les 2 randonneurs étaient vivants, mais l'un avait une jambe gravement fracturée. Une fracture ouverte qui s'était infectée pendant les 3 jours de leur disparition. L'autre randonneur était en état de choc, déshydraté, mais capable de marcher. Le temps était critique pour le blessé. L'infection se propageait et sans soins médicaux immédiats, il risquait de perdre sa jambe ou pire. Les coordonnées fournies par les gardes forestiers se trouvaient au cœur de ce que nous appelions la zone morte. Des zones si reculées que le réseau cellulaire était inexistant et que les communications radio étaient au mieux sporadiques. Le terrain était accidenté, avec une forêt dense de vieux arbres, interrompus par des ravins escarpés et des affleurements rocheux. C'était le genre d'endroit où un accident d'hélicoptère ne serait jamais retrouvé,
où les gens pouvaient disparaître sans laisser de traces. Mon équipage ce jour-là était solide. J'avais mon opérateur de treuil qui effectuait des sauvetages en montagne depuis 8 ans. C'était le genre de personne capable d'enfiler une aiguille avec un câble de treuil par des vents de 50 km par heure. Il n'a jamais connu de situation qu'il ne pouvait pas gérer, ne s'est jamais plaint des conditions. Il avait une compréhension intuitive des systèmes de l'appareil et pouvait résoudre des problèmes en plein vol qui cloueraient d'autres opérateurs au sol. Notre infirmière paramédicale était relativement nouvelle dans notre équipe, mais avec des références impressionnantes. Elle avait fait de la médecine d'urgence à Détroit avant de déménager dans les montagnes. Elle avait donc tout vu, des blessures par balle aux overdoses. Fraîchement sortie d'une formation médicale avancée en milieu sauvage, elle était impatiente de faire ses preuves lors de sauvetages difficiles. Elle avait une présence rassurante qui faisait des merveilles avec les patients paniqués, et elle ne laissait jamais les conditions isolées la perturber. Nous avions travaillé ensemble sur des dizaines de sauvetages au cours des 6 derniers mois. Tout, des crises cardiaques, sur les sommets montagneux aux victimes d'hypothermie sorties des rivières glacées. Notre taux de réussite était presque parfait. Et nous avions développé ce type de communication non verbale qui naît d'une confiance totale en son équipe. Les coordonnées que les gardes forestiers avaient communiquées par radio se trouvaient au cœur d'un territoire sauvage, plus loin que ce que nous allions habituellement. En regardant la carte, je pouvais voir que nous survolerions un terrain qui n'avait pas été défriché depuis des décennies, peut-être même jamais. Sans route, sans lignes électriques, sans tours cellulaires, juste une étendue ininterrompue de nature sauvage qui s'étendait sur des kilomètres dans toutes les directions. Tandis que nous décollions et nous dirigions vers les montagnes, je faisais déjà des calculs dans ma tête concernant la consommation de carburant et les schémas météorologiques. Les prévisions étaient bonnes pour les 4 prochaines heures, mais le temps en montagne peut changer en quelques minutes, et nous opérerions à la limite même de notre autonomie de carburant. Si quelque chose tournait mal, si nous devions chercher plus longtemps que prévu, nous pourrions ne pas avoir assez de carburant pour revenir. Les 20 premières minutes de vol nous ont menés au-dessus d'un territoire familier. Je pouvais voir le réseau de chemins forestiers en contrebas, les clairières éparses et les zones reboisées qui formaient une mosaïque à travers les basses altitudes. Il y avait des sentiers de randonnée visibles comme de fines lignes brunes traversant le vert et l'éclat occasionnel de la lumière du soleil sur le toit d'une voiture, sur les routes de montagne. Mais à mesure que nous montions plus haut et nous enfoncions plus profondément dans les montagnes, tout cela a disparu. La forêt en contrebas a commencé à paraître différente, plus vieille et plus sombre. Nous avions complètement laissé la civilisation derrière nous. C'était une forêt primaire, du genre qui était resté debout pendant des siècles. Des arbres si massifs que leurs troncs semblèrent des colonnes depuis notre altitude. Leur canopée si dense et uniforme qu'elle ressemblait à un tapis vert solide s'étendant à chaque horizon. La canopée était si épaisse que je pouvais à peine distinguer le sol à travers les interstices. Occasionnellement, j'apercevais un ruisseau ou un affleurement rocheux, mais c'était surtout une mer ininterrompue de vert. Je me suis retrouvé à me demander comment quelqu'un pourrait survivre là-bas s'il se perdait. La forêt semblait impénétrable, hostile à la vie humaine. Ces 2 randonneurs ont eu une chance incroyable que les gardes forestiers les trouvent. Mon opérateur de treuil vérifiait son équipement lorsque j'ai remarqué quelque chose qui m'a rendu inquiet. Nous survolions une section de la forêt où les arbres semblaient différents d'une certaine manière. Plus hauts, plus sombres, plus serrés. Il n'y avait pas de clairière visible, aucune rupture dans la canopée. C'était comme regarder un mur solide de végétation qui n'avait jamais été perturbé par l'activité humaine. L'infirmière paramédicale s'est penchée en avant depuis sa position à l'arrière et a commenté à quel point la forêt semblait épaisse en dessous. Elle a mentionné que les gardes forestiers avaient dit avoir trouvé une sorte de sentier de chasse, probablement des chemins d'animaux, que les randonneurs avaient suivis lorsqu'ils s'étaient désorientés. J'ai acquiescé, mais quelque chose dans toute cette situation me dérangeait.
Les randonneurs expérimentés ne s'écartent généralement pas autant de leur chemin par accident. Et la chronologie n'avait pas non plus de sens. Selon leur itinéraire prévu, ils n'auraient pas dû se trouver près de l'endroit où les gardes forestiers les avaient trouvés. C'était comme s'ils avaient été entraînés 25 kilomètres hors de leur chemin prévu par quelque chose. À mesure que nous approchions des coordonnées, j'ai commencé à chercher une clairière ou un endroit où nous pourrions nous approcher suffisamment pour une opération de treuillage. Le GPS indiquait que nous étions encore à 13 kilomètres lorsque j'ai commencé à avoir mes premiers aperçus de ce qui semblait être une petite clairière naturelle. À mesure que nous nous approchions, j'ai pu voir que ce n'était pas vraiment une clairière, juste un endroit où la canopée était légèrement moins dense, peut-être à cause d'un incendie de forêt des décennies auparavant ou d'un éboulement qui avait abattu certains des plus grands arbres. C'était suffisamment grand pour une opération de treuillage si nous faisions attention. Nous avons communiqué notre position par radio aux gardes forestiers et avons commencé à descendre vers le niveau de la canopée. Le rugissement du rotor de l'hélicoptère remplissait la cabine, créant cette vibration familière qui devient un bruit de fond après des années de vol. À travers les écouteurs, je pouvais entendre mon opérateur de treuil coordonner avec l'infirmière paramédicale, vérifiant l'équipement, se préparant pour la descente. Nous sommes passés au-dessus de la clairière à environ 60 mètres d'altitude, évaluant les conditions de vent et recherchant tout danger. Les arbres environnants étaient énormes. Certains devaient facilement atteindre 60 mètres de hauteur, créant un amphithéâtre naturel. Les cimes des arbres formaient un anneau presque parfait autour de la clairière, leurs branches supérieures bougeant légèrement dans la douce brise. C'était beau d'une manière primordiale, comme regarder en arrière dans le temps, à l'époque où ces forêts couvraient tout le continent. Mais il y avait quelque chose qui clochait aussi. Peut-être était-ce trop parfait, trop isolé, ou peut-être n'était-ce que mon imagination qui me jouait des tours. J'ai abaissé l'hélicoptère jusqu'à ce que nous soyons en vol stationnaire à environ 15 mètres au-dessus de la clairière. Le souffle du rotor agitait la végétation en dessous, créant des ondulations dans les hautes herbes et faisant s'agiter violemment les branches des arbres plus petits. À travers la poussière et les débris qui volaient, je pouvais voir deux figures près du bord de la clairière. Les gardes forestiers, debout à côté des deux randonneurs. L'un des randonneurs était allongé sur un brancard improvisé que les gardes forestiers avaient construit avec des branches et une bâche. L'autre était assis à proximité, l'air épuisé, mais alerte. L'infirmière paramédicale s'est préparée pour la descente, vérifiant son harnais et son équipement médical une dernière fois. L'opérateur de treuil a ouvert la porte latérale, et soudain, la cabine a été remplie du son beaucoup plus fort du rotor de l'hélicoptère et de l'odeur de pin et de terre de la forêt en dessous. Je me suis concentré sur le maintien de l'hélicoptère en position stable, en vol stationnaire, pendant que le vent changeait les courants autour de nous. Les gardes forestiers en bas nous faisaient signe, guidant notre position au-dessus du patient blessé. L'opérateur de treuil narrait notre progression par radio, sa voix calme et professionnelle malgré le bruit. Tout se déroulait selon le protocole standard. Nous avions fait cela des centaines de fois auparavant. L'infirmière paramédicale était dans le harnais, prête à descendre. J'ai donné le signal pour le treuil, et l'opérateur a commencé à la faire descendre vers la clairière. J'ai vu comment elle descendait, tournant lentement sur le câble. À mi-chemin, elle a fait un signe de la main, tout allait bien. Je suis resté concentré sur le maintien de notre position, effectuant des micro-ajustements constants aux commandes pour compenser les courants de vent erratiques causés par le terrain environnant et notre propre souffle de rotor. C'est alors que j'ai vu quelque chose qui n'avait pas de sens. Un mouvement au bord de la clairière, dans les ombres profondes sous les arbres. Au début, j'ai pensé que c'était juste les branches agitées par le souffle de notre rotor. Mais le mouvement était trop délibéré, trop coordonné. Quelque chose de grand se déplaçait parmi les arbres, restant juste hors de vue directe, mais s'approchant définitivement de la clairière. J'ai pressé le micro pour avertir l'infirmière paramédicale, mais avant que je puisse parler,
Elle a atterri et s'est détachée du câble. Les gardes forestiers ont couru vers elle, clairement soulagés d'avoir de l'aide médicale sur place. J'ai observé tandis qu'elle s'agenouillait à côté du randonneur blessé, ouvrant déjà son kit médical. L'opérateur de treuil remontait le câble, se préparant à descendre le brancard de sauvetage. J'ai continué à observer la lisière de la forêt où j'avais vu le mouvement. Pendant un instant, rien ne s'est passé, puis je l'ai revu cette fois à un endroit différent. Quelque chose de grand se déplaçait entre les troncs d'arbres, restant dans l'ombre mais tournant définitivement autour de la clairière. Le schéma de mouvement était étrange. Trop fluide pour être un ours, trop délibéré pour être aléatoire. Quoi que ce fût, cela se déplaçait avec intention, nous étudiant. J'ai transmis par radio à l'infirmière paramédicale, essayant de garder ma voix calme. Nous avons de la faune potentielle sur le périmètre. Restez vigilants. Elle a acquiescé d'un signe de tête rapide, mais n'a pas cessé de travailler sur le patient. Les gardes forestiers ont regardé vers les arbres, leurs mains se dirigeant instinctivement vers les bombes lacrymogènes anti-ours à leur ceinture. Ils n'avaient peut-être pas vu ce que j'avais vu d'en haut, mais ils faisaient confiance à mon jugement. Alors quelque chose est arrivé qui m'a glacé le sang. Le randonneur qui pouvait marcher, celui qui était resté assis tranquillement, s'est soudainement levé d'un bond et a commencé à reculer vers le centre de la clairière, loin de la lisière des arbres. Ses yeux étaient grands ouverts, son visage pâle d'autre chose que de l'épuisement. Il regardait fixement les arbres du côté nord de la clairière, secouant violemment la tête de gauche à droite. L'un des gardes forestiers s'est approché de lui, lui parlant d'un ton doux, essayant de le calmer. Mais le randonneur continuait de reculer. Il a commencé à bredouiller quelque chose que je ne pouvais pas distinguer par-dessus le bruit de l'hélicoptère. Alors je l'ai vu. Pas un aperçu, pas un mouvement dans les ombres. Je l'ai vu. Sortant de la lisière des arbres du côté nord de la clairière, se trouvait une créature qui ne devrait pas exister. Elle mesurait facilement 2,5 mètres de haut, couverte de poils sombres et roux bruns qui semblaient capter et absorber la lumière du soleil. Elle marchait sur deux jambes avec une démarche légèrement voûtée qui semblait pourtant étonnamment humaine. Mais il n'y avait rien d'humain dans sa taille ou ses proportions. Ses bras étaient trop longs, s'étendant presque jusqu'à ses genoux. Ses épaules étaient massives, chargées de muscles qui ondulaient sous sa fourrure à chaque mouvement. Et sa tête, mon Dieu, sa tête, elle était posée directement sur ses épaules massives sans grand coup visible. Le visage était un mélange horrible d'humain et de singe, avec un front lourd et proéminent, un nez plat et large, et une bouche qui semblait trop grande pour son visage. Mais ce sont les yeux qui m'ont vraiment paralysé. Ils étaient intelligents, pas l'intelligence animale que l'on voit chez les chiens ou même les primates. Quelque chose de plus profond, de plus conscient. Elle me regardait directement, malgré le fait que j'étais assis dans un hélicoptère bruyant à 15 mètres dans les airs. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose que je ne m'attendais jamais à voir chez une créature sauvage, du calcul. Elle nous évaluait, mesurant la menace que nous représentions. Pendant un instant qui a semblé s'étirer à l'infini, tout le monde s'est simplement figé. L'infirmière paramédicale accroupie à côté de son patient, les gardes forestiers les mains encore sur leurs bombes lacrymogènes anti-ours, le randonneur terrorisé maintenant complètement silencieux, et la créature, debout au bord de la clairière, me fixant du regard. Mon entraînement a finalement pris le dessus sur mon choc. J'ai serré le micro. Annuler la mission. Je répète, annuler la mission. Tout le monde au câble, maintenant. Mais même en prononçant ces mots, je savais qu'il était trop tard. La créature a bougé, et elle a bougé vite, plus vite que ce que quelque chose d'aussi grand devrait être capable de faire. Elle a franchi la distance jusqu'au groupe, dans la clairière, en 3 enjambées massives, chaque pas secouant le sol si fort que je pouvais sentir les vibrations à travers les commandes de l'hélicoptère. Les gardes forestiers ont réagi, pulvérisant leurs bombes lacrymogènes anti-ours directement sur le visage de la créature. Cela aurait dû arrêter un ours grizzly dans son élan. La créature n'a même pas ralenti.
Elle a traversé le nuage de spray comme s'il n'existait pas, sa grande main saisissant l'un des gardes forestiers et le projetant de côté comme une poupée de chiffon. Le garde forestier a heurté un arbre avec un bruit sourd et malsain que j'ai pu entendre même par-dessus le bruit de l'hélicoptère et ne bougeait plus. L'infirmière paramédicale avait sorti sa radio criant à l'aide, appelant des renforts, sa voix aiguë de panique. Le deuxième garde forestier avait sorti son pistolet de détresse, tirant directement sur la poitrine de la créature. La fusée éclairante a frappé et a explosé en une pluie d'étincelles rouges. La créature a rugi, un son si profond et puissant que je l'ai senti dans mes os, mais elle n'a pas reculé. Au lieu de cela, elle s'est tournée vers le garde forestier avec le pistolet de détresse. Ce qui s'est passé ensuite a été si rapide que j'ai à peine pu le comprendre. La créature a saisi le garde forestier d'une main, le soulevant du sol sans effort. Le garde forestier criait, frappant l'énorme main qui le tenait, mais cela aurait aussi bien pu être frappé de la roche solide, pour tout le bien que cela lui a fait. La créature l'a tenu là un instant, l'étudiant avec ses yeux terriblement intelligents. Puis, d'un mouvement désinvolte qui était d'une certaine manière pire que toute démonstration d'agression aurait pu l'être, elle l'a lancé. Elle ne l'a pas seulement laissé tomber, elle l'a lancé directement vers mon hélicoptère. J'ai eu peut-être 2 secondes pour réagir. J'ai tiré sur les commandes, essayant de prendre de l'altitude, essayant d'écarter l'hélicoptère de sa trajectoire. Mais un hélicoptère n'est pas un avion de chasse. Il ne peut pas simplement virer et s'éloigner. Le corps du garde forestier a percuté notre train d'atterrissage avec un bruit métallique assourdissant qui a résonné à travers tout l'appareil. L'hélicoptère a été secoué violemment et chaque voyant d'avertissement du tableau de bord s'est allumé immédiatement. Nous avions perdu la pression hydraulique. Les commandes sont devenues rigides et ne répondaient plus sous mes mains. Nous tombons. L'entraînement a pris le dessus. Autorotation. Nous devions entrer en autorotation où nous nous écraserions directement dans les arbres. Je me suis battu avec les commandes, essayant de stabiliser notre chute, tentant de trouver un semblant d'endroit sûr pour atterrir. Mais nous étions au-dessus d'une forêt dense, et la seule clairière était directement sous nous, là où cette chose était toujours debout. L'opérateur de treuil était à la radio, transmettant notre urgence, donnant nos coordonnées, expliquant que nous descendions. Sa voix était étonnamment calme, étant donné les circonstances. Cette tranquillité m'a aidé à me concentrer, à me souvenir de mon entraînement, à rester concentré sur la tâche d'essayer de sauver cette chute. Nous avons pu descendre assez lentement pour que l'impact ne nous tue pas. Nous nous sommes écrasés au bord de la clairière, le train d'atterrissage s'est effondré instantanément, le fuselage raclant contre les rochers et la terre alors que nous glissions sur le côté. Le bruit était assourdissant, du métal qui se tordait, du verre qui se brisait, le dernier cri agonisant des pales du rotor alors qu'elles se déchiraient. Puis, le silence. Le genre de silence qui ne vient qu'après un accident, quand vos oreilles bourdonnent encore, mais que le monde est devenu étrangement immobile. J'étais suspendu de côté dans mon harnais, chaque partie de mon corps hurlant de protestation. À travers le pare-brise fissuré, je pouvais voir la forêt, maintenant inclinée à un angle impossible. Et se déplaçant parmi les arbres, s'approchant de l'hélicoptère détruit, se trouvait la créature. « Dehors !» ai-je crié, me débattant avec mon harnais. « Tout le monde dehors, maintenant !» L'opérateur de treuil débouclait déjà son harnais, donnant des coups de pied à la porte latérale déformée jusqu'à ce qu'elle cède. Il a glissé puis s'est retourné pour m'aider. Ensemble, nous sommes sortis de l'hélicoptère en ruine, tombant à terre juste au moment où la créature atteignait l'épave. De près, elle était encore plus terrifiante. L'odeur de musc et d'animal mouillé et quelque chose d'autre, quelque chose de sauvage et de dangereux. Sa respiration était audible, profonde et constante, comme un soufflet géant. Et ses yeux, ces maudits yeux n'ont jamais cessé de nous traquer. Nous avons couru. Que Dieu nous aide, nous avons simplement couru.
Il n'y avait pas de honte là-dedans, pas d'héroïsme, juste un pur instinct de survie qui nous envoyait courir vers la végétation dense de la forêt. Derrière nous, je pouvais entendre la créature démolir l'hélicoptère. Le son du métal qui se déchirait, du verre qui se brisait. Elle ne nous poursuivait pas immédiatement. Elle détruisait méthodiquement notre appareil, s'assurant qu'il ne volerait plus jamais. Nous avons couru pendant ce qui a semblé une éternité, mais n'était probablement que quelques minutes. La forêt était incroyablement dense, les branches nous fouettant le visage, les racines essayant de nous faire trébucher. Nous nous sommes finalement arrêtés, tous deux haletants, cachés derrière un énorme tronc d'arbre abattu. « Où est l'infirmière paramédicale ?» a demandé l'opérateur de treuil entre deux respirations. J'ai regardé en arrière dans la direction d'où nous venions. Je ne l'avais pas vue sortir de l'hélicoptère. Avait-elle été trop blessée par l'accident? Était-elle restée coincée dans son harnais? Il faut y retourner, ai-je dit, bien que chaque instinct en moi me hurlait de courir plus loin, de me mettre en sécurité, de mettre autant de distance que possible entre nous et cette chose. Nous sommes retournés lentement vers le lieu de l'accident, essayant de rester silencieux, utilisant les arbres comme couverture. Lorsque nous sommes arrivés au bord de la clairière, ce que j'ai vu m'a fait souhaiter avoir continué à courir. L'hélicoptère était détruit au-delà de toute reconnaissance. Il semblait que quelque chose en avait simplement arraché des morceaux, le métal tordu et déformé comme du papier d'aluminium. Les gardes forestiers gisaient là où ils étaient tombés, immobiles. Et la créature se tenait au centre de la clairière, tenant quelque chose, l'infirmière paramédicale. Elle l'avait sortie de l'hélicoptère et la tenait comme un enfant pourrait tenir un jouet. Elle était encore en vie, je pouvais la voir bouger faiblement, mais elle était clairement trop blessée pour résister. La créature l'étudiait avec le même regard intelligent et calculateur que j'avais vu auparavant. Puis elle a fait quelque chose qui a glacé mon sang. Elle a appelé. Pas un rugissement, pas un cri d'animal. Un appel, profond, résonnant, modulé par le ton et le rythme. Elle communiquait. Et des arbres autour de la clairière, d'autres voix ont répondu. Il y en avait d'autres. Beaucoup plus. Elles ont émergé de la lisière des arbres de tous les côtés. 5 d'entre elles, puis 7, puis j'ai perdu le compte. De différentes tailles, de ce qui aurait pu être des juvéniles d'environ 1,80 m à un individu massif, qui faisait paraître le premier que nous avions vu petit en comparaison. Elles se déplaçaient avec coordination, communiquant avec un mélange de vocalisation et de gestes qui avait clairement un sens. Ce n'était pas un comportement animal, c'était de l'organisation, c'était de la stratégie. L'opérateur de treuil m'a saisi le bras. Nous devons partir, maintenant. Il avait raison. Nous ne pouvions rien faire pour l'infirmière paramédicale, pas contre ça, pas contre autant d'entre eux. Nous avons commencé à reculer, nous déplaçant aussi silencieusement et prudemment que possible. Mais la forêt qui avait semblé si dense auparavant semblait maintenant très clairsemée. Chaque branche qui se brisait sous nos pieds sonnait comme un coup de feu. Chaque respiration semblait trop forte. Nous avions mis peut-être 90 mètres entre nous et la clairière lorsque j'ai entendu le cri. L'infirmière paramédicale, aiguë, terrifiée, coupée brusquement. Ce son entra mes rêves pour le reste de ma vie. L'opérateur de treuil et moi, nous sommes figés, nous regardant l'un l'autre. Dans ses yeux, j'ai vu la même horreur, la même impuissance que je ressentais. Puis nous avons entendu autre chose. Des pas, lourds, délibérés, venant dans notre direction. Ils nous chassaient. Nous avons couru de nouveau, abandonnant toute prudence pour la vitesse pure. La forêt est devenue un flou de vert et de marron alors que nous traversions la végétation. Derrière nous, les sons de la poursuite sont devenus plus forts. Non seulement un ensemble de pas, mais plusieurs. Ils nous flanquaient, nous conduisant comme des loups conduisent un cerf. Devant, j'ai vu de l'eau. Un petit ruisseau de montagne traversant la forêt. Sans réfléchir, nous nous y sommes jetés, marchant dans l'eau glacée jusqu'aux cuisses. Peut-être que cela effacerait notre trace. Peut-être que cela nous donnerait une chance. Nous avons suivi le ruisseau en aval sur peut-être un demi-kilomètre avant de grimper de nouveau sur la terre ferme.
La forêt avait changé. Plus vieille, plus sombre, les arbres si serrés que la lumière du soleil pénétrait à peine. Nous nous sommes blottis à la base d'un arbre massif, essayant de contrôler notre respiration, écoutant. Pendant un long moment, il n'y a eu rien. Puis, quelque part à notre gauche, nous avons de nouveau entendu cet appel résonnant. Il a été répondu de notre droite, puis de l'arrière. Il nous encerclait, il jouait avec nous. L'opérateur de treuil a sorti sa radio. Elle était cassée, brisée pendant notre fuite à travers la forêt. Ma radio avait disparu quelque part pendant l'accident. Nous n'avions aucun moyen de demander de l'aide, aucun moyen de dire à qui que ce soit où nous étions. Nous étions seuls en territoire hostile, sans armes, sans fournitures, sans espoir. Nous devons nous séparer, a chuchoté l'opérateur de treuil. Leur donner 2 cibles, une meilleure chance pour qu'au moins l'un de nous s'en sorte. Je voulais argumenter, je voulais dire que nous devions rester ensemble, que nous aurions plus de chances ensemble. Mais je savais qu'il avait raison. Si nous allions tous les deux dans la même direction, il nous prendrait ensemble. Séparés, peut-être l'un de nous pourrait s'échapper, pourrait raconter à quelqu'un ce qui s'était passé ici. J'ai acquiescé. À 3, nous partons dans des directions opposées. Cherche des ruisseaux. Reste sur un terrain dur où tu ne laisseras pas de traces. Si tu t'en sors, dis-leur « Je sais », m'a-t-il interrompu, « je leur dirai ». Nous nous sommes serrés la main, probablement les dernières mains humaines que nous sentirions jamais. Puis nous avons compté. 3, 2, 1. Nous avons couru. Je suis allé vers l'est, il est allé vers l'ouest. Derrière nous, j'ai de nouveau entendu ces appels. Plus fort maintenant, plus urgent. Ils avaient remarqué que nous nous étions séparés. J'ai couru jusqu'à ce que mes poumons me brûlent, jusqu'à ce que chaque muscle de mes jambes hurle de douleur. Le terrain s'inclinait vers le haut, devenant plus raide et rocheux. J'ai dû utiliser mes mains pour grimper à certains endroits, me griffant et m'agrippant à tout ce que je pouvais trouver. Quand je suis finalement arrivé à quelque chose qui ressemblait à un terrain plat, j'ai regardé en arrière. La vue était époustouflante. Des kilomètres de forêt intactes s'étendant dans toutes les directions, des sommets montagneux s'élevant au loin. Magnifique et complètement indifférente à ma survie. Je ne pouvais voir aucun signe de poursuite, mais cela ne signifiait rien. Ces choses pouvaient se déplacer à travers la forêt comme des fantômes quand elles le voulaient. J'ai continué à avancer, me dirigeant maintenant plus au nord, essayant de naviguer grâce aux étoiles qui étaient à peine visibles à travers la canopée de la forêt. Si je pouvais continuer à me diriger vers le nord, j'atteindrais éventuellement une route, une ville, la civilisation. Je devais juste continuer à bouger, à rester en vie. Le soleil a commencé à se coucher, et la forêt est devenue encore plus sombre. Chaque ombre semblait dissimuler des menaces. Chaque bruit de la faune normale, un oiseau qui appelle, des branches qui craquent dans le vent, me faisait me figer et écouter. J'ai trouvé une sorte de grotte, en réalité juste un creux sous un affleurement rocheux, et je m'y suis glissé. Ce n'était pas une grande protection, mais au moins j'avais mon dos contre la roche solide. Je pouvais surveiller l'ouverture. J'ai passé cette nuit dans un état entre l'éveil et le sommeil, sursautant au moindre bruit. À plusieurs reprises, j'ai entendu ces appels au loin. Une fois, j'ai cru entendre des cris humains, mais cela aurait pu être mon imagination, le vent, ou mon esprit qui me jouait des tours. Lorsque la lumière a commencé à filtrer à travers les arbres, je me suis traîné hors de ma cachette. Chaque partie de moi me faisait mal. J'avais des coupures et des contusions partout, mon uniforme était en lambeaux et je commençais à ressentir les effets de la déshydratation. Mais j'étais en vie. J'ai continué à me déplacer vers le nord, maintenant avec plus de prudence, essayant de penser stratégiquement. J'ai trouvé un petit ruisseau et j'ai bu à grandes gorgées, sachant que je tomberais probablement malade plus tard à cause de l'eau non traitée, mais peu importait. La survie consistait maintenant à atteindre la minute suivante, l'heure suivante. Vers midi, le deuxième jour, j'ai entendu quelque chose qui m'a fait pleurer de soulagement. Un hélicoptère. Au loin, mais reconnaissable, l'équipe de recherche et de sauvetage nous cherchait.
J'ai couru vers la clairière la plus proche que j'ai pu trouver, agitant mes bras, criant jusqu'à ce que ma voix devienne rauque. Mais l'hélicoptère ne s'est jamais approché. Il était trop loin, cherchant dans la mauvaise zone. J'ai vu comment il passait vers l'ouest, puis disparaissait au-dessus des montagnes. Le désespoir m'a frappé durement, mais je ne pouvais pas abandonner. J'ai continué à avancer. 3e jour, 4e jour. J'ai perdu le compte. Je trouvais des baies que je reconnaissais comme comestibles de mes jours d'entraînement à la survie. Ce n'était pas suffisant, mais cela me maintenait en mouvement. Je trouvais des ruisseaux pour boire. Et je continuais à me diriger vers le nord, toujours vers le nord. Les hélicoptères de recherche revenaient occasionnellement, mais jamais assez près. Et toujours, au fond de mon esprit, il y avait la question: pourquoi m'avait-il laissé partir? Ces choses auraient pu me traquer facilement. Elles auraient pu me prendre à tout moment. Pourquoi ne l'ont-elles pas fait? La réponse, quand elle m'est finalement venue, était d'une certaine manière plus terrifiante que d'être poursuivi. Il me laissait partir, il me laissait m'échapper, il voulait que quelqu'un sache ce qui s'était passé, il voulait envoyer un message. Cette terre est la nôtre, restez à l'écart. Le 5e ou 6e jour, je ne suis plus sûr, j'ai finalement trouvé une route forestière. En la suivant vers l'est, j'ai fini par arriver à un camp de bûcherons abandonné. Il y avait un téléphone d'urgence au poste de garde. Il fonctionnait. J'ai appelé à l'aide et je me suis effondré. Je me suis réveillé à l'hôpital 3 jours plus tard, dénutri, déshydraté, avec une légère hypothermie et un grave état de choc, mais vivant. L'opérateur de treuil n'a jamais été retrouvé. L'infirmière paramédicale n'a jamais été retrouvée. Des 2 gardes forestiers, l'un a été retrouvé mort sur les lieux de l'accident, le cou brisé par l'impact avec l'arbre. L'autre n'a jamais été retrouvé. Les 2 randonneurs que nous étions allés secourir n'ont pas non plus été retrouvés. Les restes de mon hélicoptère ont été localisés, mais le rapport officiel a déclaré que la cause de l'accident était une défaillance mécanique. Perte de pression hydraulique due à une défaillance de l'équipement. Il n'y a eu aucune mention du garde forestier projeté sur notre train d'atterrissage. Aucune mention des créatures. Quand j'ai essayé de dire aux enquêteurs ce qui s'était réellement passé, ils m'ont regardé avec un mélange de pitié et d'inquiétude. Traumatisés par l'expérience, ont-ils dit. Hallucinations dues au choc et à l'exposition. J'avais besoin de temps pour me rétablir, peut-être des conseils. J'ai reçu la visite de 2 hommes en costume qui ne se sont jamais correctement identifiés. Ils avaient des insignes fédéraux, mais aucune agence spécifique n'était mentionnée. Ils m'ont fait asseoir et très poliment, très professionnellement, ont expliqué que mon histoire officielle correspondrait au rapport. Défaillance mécanique, accident tragique. Toute autre narration serait considérée comme une preuve d'instabilité mentale, ce qui entraînerait la perte de ma licence de pilote, voire un internement pour évaluation psychiatrique. Pour mon propre bien, vous comprenez. J'avais une famille à laquelle penser, une hypothèque, un avenir. Ne serait-il pas plus simple d'accepter l'explication officielle? Au début, je me suis battu contre cela. J'ai essayé de trouver des journalistes qui m'écouteraient, des enquêteurs qui prendraient mon histoire au sérieux. Mais ceux qui montraient de l'intérêt perdaient soudainement leur enthousiasme après quelques appels téléphoniques mystérieux. Ceux qui insistaient trop fort voyaient leur carrière inexplicablement déraillée. Le message était clair, tais-toi et passe à autre chose, mais je ne pouvais pas me taire complètement. J'ai commencé à chercher d'autres personnes qui avaient eu des rencontres similaires. Il y en avait plus que je ne l'espérais. Des pilotes, des randonneurs, des gardes forestiers, des bûcherons, tous avec des histoires de créatures impossibles au plus profond de la forêt. Tous avaient été réduits au silence d'une manière ou d'une autre. Nous nous sommes rencontrés sur des forums en ligne privés, nous avons partagé des histoires, nous avons validé les réalités les uns des autres. Ce n'était pas suffisant pour le révéler au grand jour, mais c'était déjà ça. Au cours des années suivantes, j'ai lentement reconstruit ma vie.
J'ai obtenu un autre emploi de pilote, rien de sauvetage, juste des vols charters ennuyeux et routiniers. J'ai divorcé, ma femme ne pouvait pas gérer le changement en moi, le poids constant de ce que je savais. J'ai suivi des conseils, même si je n'ai jamais pu parler de ce qui me tracassait vraiment. J'ai appris à vivre avec les souvenirs, les cauchemars, la culpabilité du survivant. Mais je n'ai jamais cessé d'enquêter. Je n'ai jamais cessé de documenter. Grâce à mon réseau de compagnons survivants et de croyants, j'ai recueilli des rapports d'incidents de tout le pays. Des schémas ont émergé. Les rencontres se produisaient plus fréquemment dans des zones spécifiques. Des forêts anciennes à croissance primaire, des sections isolées de parcs nationaux, des endroits où l'activité humaine était minimale et la surveillance gouvernementale élevée. Nous avons trouvé des preuves de dissimulation remontant à des décennies. Des rapports de pilotes d'hélicoptères perdus dans des circonstances mystérieuses, des randonneurs disparus en des nombres qui n'avaient pas de sens statistiquement, des preuves physiques, des empreintes, des poils, des photos, tout confisqué ou discrédité par les autorités officielles. Le schéma était indéniable, une fois que l'on savait quoi chercher. Il y avait quelque chose là-bas, quelque chose d'assez important pour justifier une dissimulation massive et coordonnée qui s'étendait sur de multiples agences gouvernementales. Le point de bascule est arrivé lorsque j'ai rencontré un ancien garde forestier du service des forêts qui avait travaillé dans la forêt nationale de Cascade pendant 30 ans avant de prendre sa retraite. Il avait eu sa propre rencontre dans les années 90, une qui avait failli le tuer. Contrairement à moi, il avait tenu des registres méticuleux, avait des contacts dans de multiples agences et documentait silencieusement le phénomène depuis des décennies. Il avait des cartons remplis de rapports d'incidents, des cartes montrant des schémas d'activité et même quelques échantillons physiques qu'il avait réussi à préserver avant qu'ils ne soient confisqués. Il m'a tout montré. Les schémas étaient encore plus étendus que je ne l'avais imaginé. Pas seulement le nord-ouest Pacifique, des poches d'activité partout dans le pays, partout où il y avait de grandes étendues de nature sauvage intactes. Les montagnes Cascades, la forêt nationale d'Olympique, des zones reculées dans les montagnes rocheuses, des sections des Appalaches, toutes montraient des schémas similaires de rencontres et de dissimulations subséquentes. Le plus préoccupant était la cartographie temporelle. Les incidents avaient augmenté constamment au cours des 2 dernières décennies. Que plus de créatures deviennent agressives ou que plus d'humains empiètent sur leur territoire, les interactions augmentaient. Et avec chaque incident, la dissimulation devenait plus sophistiquée. Ce qui avait commencé comme un simple déni dans les années 50 et 60 avait évolué vers un système complet de désinformation, d'intimidation des témoins et de suppression de preuves impliquant de multiples niveaux de gouvernement. Le garde forestier à la retraite m'a expliqué sa théorie. Ces créatures n'étaient pas seulement des animaux inconnus. Elles représentaient quelque chose de plus fondamental, un défi au récit humain de domination sur la nature. Si leur existence était officiellement reconnue, cela remettrait tout en question, de la gestion des terres aux politiques de développement. Comment justifier la déforestation ou le développement dans des zones où vivent des espèces intelligentes non découvertes? Comment expliquer avoir su pour elles pendant des décennies tout en gardant le secret du public? Il était plus facile, plus politiquement commode de simplement nier leur existence. Nous avons commencé à travailler plus étroitement ensemble, comparant nos notes avec d'autres survivants, construisant un réseau de personnes qui connaissaient la vérité mais ne pouvaient pas être officiellement reconnues. Nous avons finalement trouvé des dizaines d'entre nous, des pilotes qui avaient été abattus, des randonneurs qui s'étaient échappés de justesse, des bûcherons qui avaient été chassés de zones reculées, des gardes forestiers qui avaient vu des choses qui ne pouvaient pas être officiellement reconnues. Nous avons commencé à nous réunir, à partager des informations, à essayer de reconstituer le tableau complet. Ce que nous avons découvert était à la fois terrifiant et fascinant. Ces créatures ne sont pas de simples monstres aléatoires. Elles sont organisées, elles sont intelligentes
et elles défendent systématiquement leur territoire depuis des décennies, peut-être des siècles. Les zones reculées de nature sauvage où les rencontres se produisent le plus fréquemment forment un schéma. Des couloirs connectés de forêts anciennes qui n'ont jamais été développés ou exploités intensivement. Nous avons commencé à les appeler les zones protégées, des zones où l'activité humaine n'est tolérée qu'aux abords, où la pénétration plus profonde est accueillie par des réponses de plus en plus agressives. Les créatures semblent avoir une hiérarchie avec des individus plus grands et plus intelligents dirigeant les actions de groupes plus petits. Elles utilisent des outils, planifient des attaques coordonnées et montrent une compréhension sophistiquée de la technologie et du comportement humain. La découverte la plus perturbante a été l'efficacité avec laquelle elles ont été dissimulées. Agences gouvernementales, services forestiers, autorités de l'aviation, tous ont des protocoles pour gérer les rencontres avec Bigfoot. Les rapports sont classés, puis enterrés. Les témoins sont interrogés, puis transférés ou discrètement mis à la retraite. Les preuves physiques disparaissent dans des installations de stockage classifiées. L'explication officielle est toujours une défaillance de l'équipement, une erreur humaine, des causes naturelles. Mais nous documentons tout, photos, témoignages, preuves physiques quand nous pouvons les obtenir, construisant une base de données de rencontres qui remonte à des générations. Ce que nous avons trouvé, c'est que l'activité augmente. Plus d'observations, des rencontres plus agressives, plus de personnes disparaissant dans des zones qui étaient auparavant relativement sûres. Quelque chose change dans leur comportement. Peut-être est-ce la pression de l'expansion humaine sur leur territoire. Peut-être est-ce le changement climatique qui affecte leur habitat. Ou peut-être sont-elles simplement fatiguées de se cacher et ont-elles décidé d'être plus directes dans leur défense de ce qu'elles considèrent comme leur terre. Il y a 3 mois, j'ai reçu l'appel que je redoutais. Un autre hélicoptère s'était écrasé dans presque la même zone exacte où mon équipage était mort. Mission de recherche et de sauvetage. Pilote expérimenté. Conditions météorologiques parfaites. L'épave a été retrouvée éparpillée sur une vaste zone, comme si elle avait été déchirée en plein vol. Aucun survivant, aucune cause claire de l'accident. Mais l'un des membres de l'équipe de recherche a trouvé quelque chose que les enquêteurs officiels avaient négligé. Une empreinte massive dans la terre molle près des principaux débris. Il l'a photographiée avant que quiconque n'arrive, puis a discrètement transmis l'image via notre réseau. Elle était identique aux empreintes que j'avais vues 5 ans plus tôt. Elles sont toujours là, toujours à défendre leur territoire, toujours à tuer quiconque s'approche trop de ce qu'elles protègent au plus profond de ces forêts anciennes. J'ai témoigné à l'audience officielle de cet accident, m'en tenant à l'histoire approuvée de défaillances mécaniques et de conditions météorologiques difficiles. Mais après, je me suis approché de la veuve du pilote décédé. Je lui ai dit que je comprenais sa perte d'une manière que la plupart des gens ne pouvaient pas. Je lui ai donné mes coordonnées et lui ai dit que si elle voulait un jour connaître la vérité sur ce qui était réellement arrivé à son mari, elle devait m'appeler. Elle m'a appelé 2 semaines plus tard. Je lui ai tout raconté sur Bigfoot, sur la dissimulation, sur le réseau de personnes qui avaient survécu à des rencontres similaires. Elle ne m'a pas cru au début. Comment le pourrait-elle? Mais tandis que je lui montrais les preuves que nous avions recueillies, les schémas dans les données, les témoignages de dizaines de témoins, elle a commencé à comprendre. Elle nous aide maintenant, utilisant l'accord d'assurance de son mari pour financer notre recherche, pour soutenir d'autres familles qui ont perdu des êtres chers à cause de ces créatures. Nous n'essayons pas de prouver qu'elles existent. Nous savons qu'elles existent. Nous essayons de les comprendre, de découvrir ce qu'elles veulent, et peut-être de trouver un moyen de coexister qui n'implique plus de mort. Mais je ne suis pas optimiste. Ces créatures sont là depuis plus longtemps que nous. Elles se souviennent quand ces montagnes étaient leur territoire incontesté avant que les routes, les villes et les hélicoptères ne commencent à entailler leur monde.
De leur point de vue, nous sommes les envahisseurs. Nous sommes ceux qui n'avons pas notre place. Et elles pourraient avoir raison. Je rêve encore de ce jour d'octobre, du cri de l'infirmière paramédicale, de courir à travers la forêt avec des pas inhumains résonnant derrière moi. Parfois, je rêve de ce qui se serait passé si j'étais resté avec elle, si j'avais essayé de me battre au lieu de courir. Dans ces rêves, je meurs généralement aussi. Mais au moins, je n'aurais pas à porter le fardeau de l'avoir abandonnée. La culpabilité du survivant ne disparaît jamais. Pas plus que la connaissance qu'il existe des endroits dans ce monde où la technologie humaine, l'intelligence humaine, la détermination humaine ne signifient absolument rien. Des endroits où des règles plus anciennes s'appliquent, où nous ne sommes qu'une autre espèce luttant pour survivre sur des territoires que nous ne comprenons pas. Les gens me demandent parfois si je regrette d'être devenu pilote, si j'aurais souhaité choisir une carrière plus sûre. La réponse est compliquée. Voler m'a offert certaines des meilleures expériences de ma vie et m'a aussi donné les pires. Cela m'a montré la beauté des montagnes d'en haut et m'a montré l'horreur de ce qui vit dans leurs ombres les plus profondes. Mais je pense principalement aux familles, aux gens qui ont perdu des êtres chers à cause de ces créatures et n'ont jamais obtenu de réponse, jamais de clôture. Les rapports officiels qui imputent la défaillance mécanique ou l'erreur de pilotage pour des morts qui étaient en réalité une prédation par des êtres intelligents défendant leur territoire. Les enfants qui grandissent en se demandant pourquoi leur père n'est jamais rentré d'une mission de sauvetage de routine. C'est pourquoi je continue de raconter cette histoire, même si la plupart des gens pensent que je suis fou, même si cela m'a coûté mon mariage, ma carrière, ma réputation. Parce que quelqu'un doit se souvenir de ce qui s'est réellement passé. Quelqu'un doit témoigner du fait que nous partageons cette planète avec des intelligences qui sont plus anciennes, plus fortes et beaucoup plus impitoyables que nous. Et quelqu'un doit avertir les gens de ce qui les attend dans les lieux profonds du monde, dans les forêts qui n'ont jamais été défrichées et les montagnes qui n'ont jamais été escaladées. Car la prochaine fois que vous planifierez une aventure dans la véritable nature sauvage, la prochaine fois que vous penserez que votre équipement moderne et vos procédures d'urgence vous garderont en sécurité partout où vous choisirez d'aller, souvenez-vous de cette histoire. Souvenez-vous qu'il y a des choses là-bas qui nous observent depuis très longtemps. Des choses qui considèrent notre présence comme une invasion et notre technologie comme une menace. Des choses qui défendront leur territoire avec un niveau d'intelligence et de coordination que nous commençons seulement à comprendre. L'hélicoptère qui s'est écrasé il y a 3 mois n'était que le dernier d'une série qui remonte à des générations. Il ne sera pas le dernier. Tant que les humains continueront de s'aventurer dans des endroits où nous n'avons pas notre place, tant que nous supposerons que notre domination sur la nature est absolue, ces rencontres continueront. Et chaque fois, l'explication officielle sera la même. Défaillance de l'équipement, erreur humaine, cause naturelle. On dira aux familles que leurs proches sont morts dans des accidents. Tragique, mais explicable. La vérité sera classée dans des bases de données secrètes cachées derrière des classifications de sécurité nationale et l'indifférence bureaucratique. Mais nous continuerons à le documenter. Nous continuerons à recueillir des preuves. Nous continuerons à essayer de comprendre à quoi nous avons réellement affaire là-bas dans la nature sauvage. Parce qu'un jour, le schéma deviendra trop évident pour être ignoré. Un jour, la vérité sera impossible à dissimuler. Jusque-là, tout ce que je peux faire, c'est raconter mon histoire et espérer que quelqu'un, quelque part, écoutera, comprendra que la prochaine fois qu'ils s'aventureront dans la nature sauvage profonde, ils pourraient ne pas être seuls et pourraient ne pas revenir. Les créatures qui ont tué mon équipage sont toujours là, toujours à observer, toujours à attendre.